Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous à distance et physiquement pour nos intervenants pour cette conférence organisée par le think tank Sinopia autour du thème « Entreprises et citoyens consommateurs à la recherche de la confiance perdue ». Alors, comme vous l'aurez compris, ce sujet tourne autour de la confiance, qui est un enjeu majeur dans nos sociétés. On va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Parmi les questions générales qui ont conduit au choix de ce thème, certaines peuvent paraître évidentes. Déjà, est-ce qu'on peut dire que le lien de confiance entre la société civile, les citoyens et le monde économique, les entreprises, a véritablement été rompu ? Et est-ce qu'on peut identifier un moment, un apogée où ce lien de confiance était toujours là, toujours évident, toujours fort et permettait une cohésion suffisante de la société ? Et puis si ce lien de confiance a bien été rompu, pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Quelle est l'origine de cette rupture de confiance ? Alors, ce qui est sûr, c'est que cette thématique s'inscrit dans un constat. Déjà qui part d'un fait. Le premier fait, c'est qu'il y a une augmentation croissante des inégalités, en France bien sûr, mais dans le monde, et que l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et puis de l'autre côté, on a une perception qui a été mesurée notamment par un sondage réalisé par le think tank Sinopia avec l'IFOP en 2018, et un sondage qui révèle que 83% des Français estiment que les richesses produites par les entreprises sont réparties de manière inéquitable, 83%. Et puis enfin, au-delà de ce fait, de cette perception, on a une prise de conscience internationale de l'enjeu de la confiance, de l'enjeu que représente l'accroissement des inégalités. Et cette prise de conscience, elle découle sur un appel international vers une économie plus inclusive, une économie plus responsable, une économie plus éthique. On pense notamment aux objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU, et puis plus récemment à l'initiative B4IG, Business for Inclusive Growth, qui est portée par l'OCDE, mais qui a été défendue au dernier G7 à Biarritz par le président Emmanuel Macron lui-même. Alors, en bref, tous ces indicateurs démontrent qu'il y a bien un enjeu autour de la confiance dans nos sociétés et autour du partage des valeurs, du partage des richesses produites par nos entreprises. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec notre premier invité qui est à distance aujourd'hui, Monsieur Benjamin Grange. Benjamin Grange est président... Bonjour Joséphine. Bonjour Benjamin, je ne vous vois pas mais je vous entends. Alors Benjamin Grange, vous êtes président de Dentsu Consulting et vous conseillez depuis plus de 20 ans des dirigeants dans la conduite de la transformation de leurs entreprises. Alors vous allez nous parler des tendances que vous observez dans l'opinion publique sur cette question de la confiance et du partage de la valeur. Moi j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est aujourd'hui, au 13 octobre 2020 et en pleine crise sanitaire, quelles sont les tendances ou quels sont les grands marqueurs que vous observez dans l'opinion publique ? Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'état de la société, et pour les décoder, il faut revenir sur les 6 derniers mois. Il y a 3 éléments grosso modo qui ressortent, et même si on est au World Forum, je vais quand même me placer dans un contexte français. Le premier élément, c'est que cette crise a fait évoluer le rapport entre l'individu et le collectif. C'est un élément majeur parce que c'est finalement ce qui fait société entre nous. Et en fait, ça a fait apparaître de nouveaux clivages dans une société qui était déjà, avant la crise sanitaire, extrêmement clivée. Il ne faut pas oublier que en mars, on a fait le choix collectif de préserver en fait la vie des plus fragiles au détriment de la vie sociale et économique. Ça a été un choix évident pour la société française, ça a été un choix de solidarité, et ça a été un choix. Ce choix, ça n'a pas été celui de l'Allemagne ou de certains pays nordiques. Et finalement, si les mesures coercitives qui ont suivi ont été acceptées par les Français, c'est beaucoup parce qu'il y a eu cette peur de l'inconnu face à la maladie et cette peur de la mort qui était à grande échelle. Et c'est probablement une des premières fois pour les Français depuis la guerre qu'on avait vraiment la mort à nos portes. Et la conséquence de ça, ça a été que ça a redéfini le sens collectif. Il y a un certain nombre de corporations qui se sont soudées ou ressoudées davantage. Je pense évidemment au personnel médical face au combat de la maladie. Ça a été aussi les chefs d'entreprise qui ont reconfiguré presque instantanément leur outil de production pour produire du gel ou du masque
un peu comme si l'entreprise était d'un coup devenue un peu plus citoyenne, comme si elle s'était trouvée une mission pour la société, un rôle complémentaire finalement au simple versement de dividendes. Simultanément, ça a redéfini aussi le rôle de l'individu dans le collectif, mais aussi sa relation parfois inégale entre individus. On a vécu en fait une situation dans laquelle il y avait des premiers de cordée qui étaient en télétravail et des premiers de corvée qui étaient sur le terrain. Il y avait ceux qui étaient autorisés à travailler parce qu'ils n'étaient pas dans des activités interdites et ceux qui ne l'étaient pas pour des raisons réglementaires. Il y avait ceux qui pouvaient télétravailler, protégés, même si parfois le télétravail n'est pas une sinécure, et puis ceux qui étaient sur le front, parfois au contact avec la maladie. Vous aviez les Parisiens et puis les Français en région qui étaient confinés dans de petits espaces, puis vous aviez ceux qui avaient des résidences secondaires. Vous aviez les hommes et les femmes en télétravail, avec le sujet de la place des femmes, qui était une question pendant toute cette période. On a eu le débat sur la chloroquine avec cet affrontement entre l'institution et le courant plutôt autour de Didier Raoult. Bref, il y a eu un dessin nouveau de la relation entre les individus et le collectif. Ce premier élément est absolument majeur. Deuxième élément qui est très marqueur, qui est un marqueur de cette période-là, c'est la sensation de manque de sécurité, avec trois évidemment points qui le supportent. Le premier, c'est la sécurité sanitaire. Il n'y avait que 87% des Français qui étaient pas inquiets, ou tout au moins en mars 2020. Ils sont 69% aujourd'hui. En d'autres termes, on a toujours une très grande partie des Français qui est inquiet face à la manière dont cette crise sanitaire est vécue. Deuxième sujet qui évidemment est revenu depuis septembre, c'est la sécurité des biens et des personnes. Et quand on écoute les Français, il y a une perception qu'il y a de plus en plus de délits. Donc je parle de perception, je ne parle pas forcément de réalité des chiffres, mais en tout cas, elle monte aussi. Et puis le troisième élément, c'est évidemment la sécurité face à la situation économique. Les Français anticipent une casse sociale. 50% des Français ont peur d'être licenciés dans l'année et 73% des Français considèrent que la situation va se dégrader. C'est presque 27 points de plus qu'il y a 6 mois. C'est pour vous dire comme en fait, ce sujet du manque de sécurité va être un marqueur pour les Français dans les 6 prochains mois. Et puis le troisième élément qui est majeur et qui marque en fait cette période de rentrée, c'est le rapport au travail et à l'entreprise qui a changé, qui a évolué, alors avec des éléments, des éléments positifs. Le premier, c'est que il n'y a pas les Français n'ont pas de perception de cette phase d'économie administrée. Alors paradoxalement, qu'il y a eu un tiers des personnes en chômage partiel, personne ne considère que ceux qui étaient en chômage partiel sont assimilés à celles en chômage. Si je prends quelques chiffres, vous avez 83% des bénéficiaires de l'activité partielle qui ne se sentent pas en fait chômeurs, mais toujours faisant partie prenante de l'entreprise. Et finalement, il n'y a qu'1% des Français qui considèrent, qui assimilent en fait le sujet du chômage partiel à des activités de chômage. Bref, en positif, cette crise sanitaire et le reconfinement, ils ont consolidé en fait le lien à l'entreprise, et même ceux finalement qui étaient dans une situation qui était délicate parce qu'en chômage partiel, la subissant, eh bien, ce lien avec l'entreprise a toujours été nourri et a toujours été conservé. Et d'ailleurs, quand on pose la question de la place du travail dans la vie, pour 83%, le travail occupe pour les Français une place importante dans leur vie. C'est presque 4 points de plus qu'avant. C'est pour vous dire comme cette valeur travail aujourd'hui, elle est revenue de manière extrêmement positive. Donc ça, c'est les 3 marqueurs qui aujourd'hui, je dirais, vont influer durablement les prochains mois de la société française. Donc, en d'autres termes, vous dites bien qu'il y a un enjeu autour de la confiance, mais que la crise sanitaire est peut-être l'opportunité pour les entreprises, du moins, de restaurer ce lien de confiance avec la société civile. Alors, d'après vous, quelles pourraient être les pistes pour restaurer la confiance ? Alors, en fait, ces 3 marqueurs, ils renvoient à des enjeux de cohésion. Et quand on dit cohésion, comme vous avez fait le trait d'union, on dit aussi confiance. Confiance entre les citoyens entre eux, confiance entre les citoyens et le gouvernement et réciproquement, confiance entre les citoyens et l'entreprise, confiance entre les citoyens et l'ensemble des corps intermédiaires. Et en fait, quand on parle de confiance, quelle que soit la nature des liens
dont on parle, on est sur un sujet qui ne se décrète pas. C'est-à-dire la confiance n'est pas éligible à la méthode Coué, elle se prouve, elle se construit et dans le temps. En fait, on a confiance en quelqu'un parce qu'il s'est passé ce qui était annoncé, ou parce que il a été réalisé ce qui avait été dit. Donc, en d'autres termes, la confiance est un marqueur qui est la conséquence d'actions qui se sont passées comme elles devaient se passer. Et comme en plus on a une mémoire collective qui a été décuplée à l'heure d'Internet avec Google qui grave finalement de manière indélébile tous les faits du passé, c'est extrêmement facile d'arriver à revenir sur une décision qui a été prise puis finalement qui n'a pas été suivie des faits, ou quelque chose qui a été annoncé puis finalement qui n'a été suivi d'aucune action. Donc aujourd'hui, en fait, les 4 éléments, si on veut travailler cette notion de confiance, et je crois que c'est les 4 marqueurs, quelle que soit la nature de la relation entre le citoyen et puis l'ensemble des parties prenantes, c'est le sujet de la sincérité. C'est-à-dire qu'on doit être dans une sincérité, on doit être dans une honnêteté intellectuelle. On a le droit de se tromper, mais il faut le faire avec honnêteté. Or, le passé récent sur un certain nombre de choses, je pense que chacun y trouvera évidemment un exemple qui lui parle, montre qu'il y a une suspicion que parfois on ne nous dit pas tout, sans tomber évidemment dans la théorie du complot, qui est un des éléments assez classiques en ce moment. Le deuxième élément, c'est l'élément de cohérence. Si on veut structurer la confiance, il faut qu'il y ait de la cohérence. Comprendre pourquoi on fait quelque chose. En d'autres termes, c'est la notion du pourquoi. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses parce que les citoyens ne font plus les choses parce qu'on leur dit de le faire, parce qu'ils sont des administrés, mais aussi parce que ça doit avoir un sens. Et donc, cette cohérence d'ensemble, entre l'ensemble des actions, elle est majeure. Troisième élément, c'est l'écoute tout à l'heure d'un certain nombre d'entreprises qui sont devenues d'un coup plus citoyennes, plus poreuses finalement à la réalité du monde, de la société, avec davantage d'empathie. Ces caractéristiques-là, elle est absolument majeure. Et aujourd'hui, cette écoute, cette empathie, elle est une des conditions pour que la confiance puisse s'exprimer. Et puis, dernière chose, c'est l'expérience partagée. C'est-à-dire, en d'autres termes, plus il y a de choses qui se passent bien et qui montrent qu'on a fait ce qu'on dit, on a dit ce qu'on faisait, plus en fait l'expérience partagée va se faire. On dit toujours qu'une grande victoire au foot pour une nation, ça profite aussi au gouvernement. Eh bien, ça illustre exactement ce fait-là. Sincérité, cohérence, écoute, expérience partagée, c'est les 4 éléments qui aujourd'hui vont être décisifs dans le contexte actuel pour que la confiance puisse revenir ou opérer. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Claude Mailly. Monsieur Mailly, vous avez été secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018 et aujourd'hui, entre autres bien sûr, vous êtes également vice-président du think tank Sinopia. Alors vous allez nous parler de l'importance du dialogue social dans le développement et dans la progression des entreprises. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la défiance des citoyens envers les syndicats, notamment, et pas uniquement envers les entreprises. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer que les syndicats puissent aujourd'hui aider ou contribuer à recréer un climat de confiance ? Finalement, quel peut être le rôle des partenaires sociaux ? Effectivement, mais aujourd'hui, tout ce qui apparaît comme institutionnel, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les pouvoirs publics, c'est vrai pour les médias notamment, c'est vrai aussi pour les organisations syndicales. Il y a une méfiance qui s'est progressivement installée, favorisée parfois par les réseaux sociaux ou par une situation générale, sans parler encore de la crise sanitaire, de difficultés économiques et sociales. Et des salariés peuvent se dire à un moment donné, mais que fait le syndicat ? Même si dans notre pays, on attend beaucoup en même temps des organisations syndicales. Donc le dialogue en tant que tel, même si dans la dernière période en France, on a vu que c'était un peu compliqué avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il y a eu une confusion entre la nécessité de l'unité républicaine et une forme de verticalité. Ça n'est pas la même chose. Mais on redécouvre d'une certaine manière, avec la crise sanitaire, la nécessité du dialogue. Alors, dialogue social, c'est une formule générique. Ça peut être de la consultation. On vous demande votre avis, mais on n'en tient pas obligatoirement compte. Ça peut être de la concertation,
où là, on discute et on tient compte de votre avis, ou ça peut être de la négociation, où là, c'est un rapport de force, au bon sens du terme, une confrontation d'intérêts, mais l'objectif, c'est d'arriver à un accord. On a vu que les pouvoirs publics en France ont redonné un peu de sens, notamment là, dans la dernière période, au dialogue social, aux consultations, mais on a vu aussi pendant toute cette période que les négociations dans les entreprises, entre l'employeur et les organisations syndicales, a été un élément clé, non pas pour traverser la crise, puisqu'elle n'est pas terminée, mais ça a été vrai parfois pour la mise en place du télétravail. Ça a été vrai au niveau national pour toutes les négociations qui ont eu lieu sur chômage partiel, sur ce qu'on appelle l'APLD. Hier, par exemple, un groupe qui connaît des difficultés, qui est le groupe Airbus, compte tenu du contexte sanitaire et du contexte économique, réussi hier à avoir un accord pour éviter qu'il n'y ait aucun licenciement sec dans ce groupe. Donc ça passe obligatoirement par une phase de négociation, et donc, je reprends ce que disait Benjamin, une phase de confiance en même temps. La confiance, ça ne s'improvise pas. C'est très long à construire, mais ça peut se détruire très rapidement. Je ne reviens pas sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, mais c'est un élément essentiel. Quand dans une entreprise ou au niveau national, le dialogue permet d'introduire une relation et de confiance et de respect, et beaucoup de choses sont possibles. Et moi, je suis convaincu que, alors je pense, mais je peux me tromper, que cette période de crise sanitaire doit jouer comme un accélérateur sur certaines transformations. La société ne sera plus la même après. Dans quel sens, on le verra bien. Mais en tous les cas, ce qui me paraît indispensable, c'est que des tendances que je sentais déjà avant la crise sanitaire. Moi, je dis souvent au plan économique qu'on était en train de passer de Milton Friedman, on essayait de redécouvrir les keynésiens d'une certaine manière. Ça devrait s'accélérer. On retrouve le rôle des pouvoirs publics avec cette crise. Les interventions massives, budgétaires, financières, y compris au niveau européen. Et que ce changement de système, les entreprises, pas toutes, mais commencent à le prendre sérieusement en compte. D'ailleurs, elles sont moins critiquées que les syndicats, les partis politiques, etc. Et en tous les cas, quand les gens les critiquent, ils critiquent rarement la leur. Voilà, l'entreprise dans laquelle ils y sont attachés. Et à la fois sur les questions sociales, les questions de gouvernance, les questions environnementales, moi je suis persuadé qu'avec le temps, une entreprise qui n'en tiendrait pas compte, elle va mourir d'une certaine manière. C'est quasiment une obligation de compétitivité pour demain. Et vous avez parlé des pouvoirs publics et du rôle qu'ils prenaient de plus en plus dans toutes ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement l'état de la législation aujourd'hui, l'état finalement, qu'est-ce que fait l'État sur cette question-là? Qu'est-ce que fait le législateur? On a beaucoup parlé de la loi Pacte dernièrement. Est-ce que d'après vous, ça va dans le bon sens? Oui, la loi Pacte va dans le bon sens sur certains points, notamment sur la possibilité pour les entreprises aujourd'hui d'être une entreprise à mission ou d'intégrer la notion de raison d'être. Ça commence, certaines entreprises le font. C'est un début d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut aller plus loin que ça, mais c'est un bon début. Quand je dis qu'il faut aller plus loin, regardez là, en ce moment, en actualité, ça a été reporté, mais ça devrait avoir lieu à la fin du mois, réunion avec des syndicats, le patronat et le gouvernement sur la question du partage des valeurs. Visiblement, dans l'immédiat, pour le gouvernement, c'est surtout axé sur les questions d'intéressement et de participation. Et nous, on pense notamment dans le think tank Sinopia qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, qu'il faut prendre l'entreprise avec toutes ses parties prenantes, l'entreprise dans son écosystème. Ça veut dire les salariés, les actionnaires, les dirigeants, les fournisseurs, les clients et les collectivités. Voilà, c'est cet ensemble qu'on appelle la gouvernance globale de l'entreprise, qui doit effectivement être prise en compte. Et j'en suis, moi, convaincu, ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais que gage de pérennité pour une entreprise demain, c'est de prendre ces questions-là à bras-le-corps, y compris par la négociation. Et les entreprises en ont conscience de cette nécessité, d'après vous ? Les entreprises en ont de plus en plus conscience, même si aujourd'hui l'actualité et les difficultés économiques du moment mettent peut-être les priorités sur autre chose. Mais oui, je suis convaincu que de plus en plus les grandes entreprises, parce qu'elles seront jugées là-dessus. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, la catastrophe du Rasa Plana au Bangladesh, dans une usine, 1200 morts, etc. Ça a changé
dans les faits, le comportement des donneurs d'ordre. Bon, c'est un élément qui a joué un rôle clé. Quand une entreprise se comporte mal, ou que les citoyens ont le sentiment qu'elle se comporte mal sur les questions d'environnement ou de social, ça se sait rapidement maintenant. Sur les réseaux sociaux, ça se dit, etc. Donc il faut que les choses, il ne s'agit pas de dire lui il est bon, lui il est mauvais, mais il s'agit de mesurer ces évolutions et de voir comment les entreprises, parce que ce sera une nécessité, elles n'auront pas le choix, comment elles prennent bien en compte ces considérations. Merci beaucoup, Monsieur Mailly. Je pense qu'on reviendra vers vous pour d'autres questions par la suite. En attendant, je me tourne vers Alexandre Malafaille. Alexandre Malafaille, vous êtes président fondateur du think tank Sinopia. Et vous êtes à l'origine, avec ce think tank, de la création d'un indice de la performance responsable de l'entreprise. C'est d'ailleurs un projet qui a été lauréat du dernier Forum de Paris sur la paix en 2018. Lorsque vous parlez du sujet de la responsabilité des entreprises, vous avez une phrase qui est assez détonnante, sans équivoque. Vous dites « Seuls les plus éthiques survivront ». Alors tout naturellement, ma première question, c'est qu'est-ce qu'une gouvernance éthique ? Vaste question. Merci Joséphine. Pour revenir à ça et à la question que vous posez, j'aimerais bien m'intéresser un instant au thème de la conférence, c'est-à-dire la question de la confiance et de cette confiance qui serait perdue, le titre est provocateur, entre l'entreprise finalement et les citoyens consommateurs. Alors, est-ce que cette confiance est perdue ? À mon avis, elle est en potentiel, en phase de se perdre. Elle n'est pas totalement perdue, elle se transforme et les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer, notamment sur le territoire de l'éthique, pour transformer cette confiance. Mais pourquoi est-ce que la confiance est perdue ? Pour de multiples raisons. Elles ont été en partie soulignées par Benjamin Grange. Moi, je crois que la société a changé beaucoup plus vite. Les Français, les citoyens, les gens tout court, au sens large du terme, ont changé beaucoup plus vite que n'ont changé les structures en général et les entreprises en particulier. Et qu'il y a un véritable, à la fois changement d'époque également. Les fameuses 30 glorieuses, qui sont très loin pour beaucoup de gens qui nous regardent, mais ont été une époque où globalement, voilà, la confiance, elle était aussi portée par l'espoir d'un monde de demain qui serait un monde meilleur, un monde dans lequel on pourrait réussir. Les inégalités ont toujours fait partie du jeu, mais quand vous pouvez avoir l'espoir de vous en sortir, quelque part, vous pouvez transcender cette situation d'inégalité dans laquelle vous vous trouvez. Lorsqu'il n'y a plus d'avenir, à un moment donné, ou lorsque votre espoir de vous en sortir est bouché, forcément, ça complique la donne et ça change le rapport de confiance que vous avez avec l'ensemble des institutions ou des corps intermédiaires et des entreprises qui font partie des corps intermédiaires. Et ça, je crois que c'est un changement extrêmement important dans le rapport que les individus exercent aujourd'hui à l'égard de leur environnement au sens large du terme. Et donc, quelque part, pour revenir à la question que vous aviez, tout ça change évidemment le rôle de l'entreprise. Milton Friedman disait, voilà, les boîtes sont là pour faire du profit et rien de plus. C'est une vision simpliste de sa pensée, évidemment. Mais l'entreprise, en fait, en clair, il faut qu'elle soit performante. Ça reste une entreprise de demain, quelle que soit sa structure. Nous avons un éminent représentant de la Massif qui est là, qui est dans un secteur qui n'est pas capitalistique au sens propre du terme, mais voilà, la Massif doit gagner de l'argent, au même titre que n'importe quelle association, au même titre que Sinopia ne peut pas, en tant que think tank, ne peut pas perdre d'argent. Il faut équilibrer nos budgets, à minima, il faut faire des réserves pour l'avenir. Voilà, donc cette notion de rapport à l'argent est très claire dans les structures. Donc on est tous obligés d'être performants, sans quoi on sort du jeu. Mais cette performance aujourd'hui, on doit la corréler à une deuxième dimension qui nous apparaît comme étant absolument fondamentale et sur laquelle on reconstruira ce lien de confiance, c'est la responsabilité. Si la performance de l'entreprise n'est pas responsable, et si elle n'est pas responsable, non pas simplement avec une approche, on va dire, on fait de la RSE, on fait de l'environnement, on repeint les murs en vert. Non, il va falloir aller plus loin parce que là encore, l'époque a changé. Les moyens de communication, le numérique, la compétence des gens, la formation des jeunes générations fait qu'on ne peut plus se comporter en disant on fait semblant, vous verrez bien. D'ailleurs, les sondages sur l'impact de la RSE laissent penser que pour l'instant, il y a une forme de défiance à l'égard du « ok, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être quand même très cosmétique, donc attention à ne pas rester trop dans le superficiel ou pas trop longtemps, parce que sans quoi, ça vous rattrapera. » Donc il y a un besoin de corréler performance et responsabilité. Et Jean-Claude Mailly évoquer les parties prenantes de l'entreprise auxquelles nous nous sommes intéressés. Et donc cette responsabilité, l'entreprise, elle doit la revisiter. Donc l'éthique dans la gouvernance, c'est de prendre en compte cette dimension de responsabilité de l'entreprise, de ses dirigeants, et puis après au sens large du terme, de l'ensemble de ses composantes à l'égard de ses parties prenantes. Donc les dirigeants, les actionnaires doivent s'interroger, eux-mêmes entre eux, lorsqu'il y a des actionnaires, vis-à-vis de leur projet d'entreprise, de ce qu'ils veulent faire et de comment ils s'organisent par rapport à cette intention. Et après, vis-à-vis des collaborateurs, bien sûr, qui sont les premiers
premiers concernés, vis-à-vis des clients, des consommateurs au sens large du terme. Mais ça va plus loin. Il faut intégrer dans cette chaîne de responsabilité les fournisseurs, les partenaires de l'entreprise, tous ceux qui concourent à la création de richesse de l'entreprise. C'est vrai que quand on sous-traite au Bangladesh et qu'on fait en sorte, si je puis dire, parce qu'on n'est pas responsable, qu'à un moment donné, 1100 personnes meurent dans un atelier, ça n'est pas satisfaisant. Mais on pourrait les multiplier, les exemples. Celui-là est visible parce qu'il a tué 1100 personnes, mais des exemples qui en tuent beaucoup moins et qui favorisent des chaînes de production où on a des enfants au début, il y en a beaucoup et on est équipé d'appareils aujourd'hui qui certainement sont encore fondés sur des modèles qui sont comme cela. Donc est-ce que ça, c'est tolérable dans la durée? La réponse est sans doute non. C'est au sens là où je dis, voilà, seuls les plus éthiques survivront demain et après-demain, seuls ceux qui se seront affranchis de toutes ces mauvaises règles de gouvernance, parce que seule la profitabilité ou la performance compte, cela risque de disparaître du jeu. En tout cas, je pense même qu'il faut qu'ils disparaissent du jeu. Je suis plus militant dans mon propos, mais le monde de demain n'a pas beaucoup d'intérêt s'il continue à être dominé par des entreprises qui ne se remettent pas véritablement en question sur ces questions-là. Et puis, le dernier point, c'est que l'entreprise, elle est aussi ancrée dans ces territoires, et donc il y a une responsabilité à l'égard des populations et des territoires dans lesquels l'entreprise exerce son jeu. C'est un véritable corps social. Et donc l'éthique dans la gouvernance, c'est de prendre ça à bras-le-corps, de réfléchir à ces questions-là. Et la démarche qu'on a voulu porter avec Sinopia, c'est de créer autour de cette démarche-là un outil de gouvernance, en fait, pour les dirigeants d'entreprise, pour les comités de direction, pour les COMEX, pour les boards, pour dire, voilà, vous pouvez vous engager dans cette voie de transformation de votre entreprise, puisque c'est un mot à la mode, mais qui est aussi corrélé à cette transformation nécessaire du capitalisme pour le rendre à la fois plus humain et plus accepté, parce qu'il y a quand même, quand on voit la profitabilité aujourd'hui, les écarts de richesse, le creusement des très hauts revenus, les 2200 milliardaires qui sont encore plus riches après le Covid qu'avant le Covid, enfin, tout ça n'est pas tenable. À un moment donné, les gens vont dire, on va renverser la table. C'est pas juste. Quand c'est pas juste et quand tout le monde le pense, ça peut créer quand même à un moment donné une vague. Donc voilà, cette performance-là, responsable, nous, on a créé une matrice, un indice, qui permet de la mesurer, de l'évaluer, pour véritablement voir comment, partie prenante par partie prenante, avec des indicateurs très précis, très pertinents, comment on peut appréhender cette responsabilité, cette performance dans la durée, et après recréer un lien de confiance de l'entreprise avec le label qui est associé à cet indice vis-à-vis des citoyens, des consommateurs, des parties prenantes. Voilà, nous on est engagés, on se transforme, voilà, c'est lent, c'est engagé, c'est à la fois connecté aux performances nécessaires qu'on a à produire, mais en même temps c'est revisité sous l'angle de cette question-là, de cette performance responsable, et ça produit un résultat qui est celui que vous voyez qu'on s'engage, et donc faites-nous confiance, venez acheter nos produits, venez acheter nos services, donnez-nous de la chance, et c'est ça qu'on essaie de promouvoir avec Sinopia. Et alors, Monsieur Mailly disait tout à l'heure que cette transformation vers une gouvernance plus responsable, plus éthique, est une nécessité. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une pression, vous en parlez, une pression de la société pour cette transformation. Et depuis quelques années, on parle du citoyen consommateur. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? À quel moment est-ce que le consommateur est-il devenu citoyen? Ou alors est-ce que le citoyen a toujours été consommateur, certes, mais cette part de citoyenneté, donc de sens dans la consommation, est-ce que c'est nouveau et comment vous l'interprétez? C'est sans doute assez nouveau en termes de formulation. Là encore, je pense que c'est lié à l'évolution de la société au sens large et au fait qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Alors peut-être qu'un des premiers grands éléments de prise de conscience de chacun d'entre nous au quotidien sur le fait que l'acte d'achat n'est pas anodin. Et ça a dû commencer, en tout cas, s'accélérer, à supposer que ça n'est peut-être jamais arrêté. Il y a sans doute toujours eu des gens qui se sont posé la question de à qui j'achète et pourquoi je l'achète. Et est-ce que c'est bien d'acheter comme ça? Mais peut-être que c'était une tendance marginale. Il y a eu, de mon point de vue, une accélération avec la prise en compte du développement durable, de l'enjeu écologique. Voilà. Et c'est vrai que les entreprises, à partir des années 90, ont commencé véritablement à intégrer cette problématique-là, ne serait-ce que par rapport au respect de l'environnement, par rapport aux économies d'énergie, par rapport au recyclage. Et petit à petit, on a commencé à avoir une forme d'éveil des consciences. On dit, ah oui, il y a un sujet là-dessus. Et puis petit à petit, cet éveil des consciences, avec là aussi la prise en compte par les populations dans l'ensemble des défis auxquels on est connecté, de responsabilité sociale, de responsabilité sociétale, d'enjeux de pauvreté, etc., fait que tout un chacun, finalement, se dit à un moment donné, voilà, je dois pouvoir avoir une responsabilité dans mon acte d'achat. Alors, c'est pas facile au quotidien, c'est vrai. Les pouvoirs publics essayent de faciliter plus ou moins bien avec la création de normes, de labels, etc. Certains marchent bien, certains font flop, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, on crée un indice sur la parité, de manière, là encore, essayer d'éclairer, de donner un certain nombre de bons points ou de mauvais points, mais en tout cas, de faire en sorte que ça se transforme. Et que, là, à un moment donné, quand on achète une voiture, par exemple, on dit, à qui je l'achète, voilà. Et de prendre conscience que derrière cette voiture, il y a une chaîne de valeur, il y a aussi une chaîne de responsabilité. Et je crois qu'il y a eu comme ça, avec le temps, avec ce point de départ qui
est sans doute le respect de l'environnement. Il y a un élargissement de cet éveil des consciences et de vouloir se comporter, que ce soit quand on est en B2B, en tant qu'acheteur dans une dynamique responsable et pas avec le focus uniquement sur le compte de résultat, et quand on est citoyen, de se dire est-ce que j'achète, à qui j'achète. Donc derrière tout ça, vous avez toutes les logiques actuelles qu'on voit, d'achats locaux, de circuits courts, voilà, de consommation responsable dans l'agroalimentaire, de faire en sorte qu'avec les applications comme Yuka, de faire en sorte que demain, aujourd'hui, on mange bien, que les produits ne soient pas trop maltraités, au contraire. Voilà. Je crois que ça a peut-être une vingtaine d'années, je dirais quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Malafaille. Je vais passer la parole à Madame Agathe Saint-Jean. Et il faut bien évidemment respecter les règles sanitaires. Alors, Madame Saint-Jean, vous êtes associée dans le cabinet A2 Consulting, déléguée générale de la fondation A2, qui s'appelle l'Échiquier de la réussite. Absolument. Et depuis longtemps, donc, vous accompagnez et vous conseillez les entreprises dans leur transformation. Et chez A2 Consulting, vous êtes, dès la création, engagé dans une dynamique responsable, dans une dynamique d'un partage équitable de la valeur produite. Alors, dans votre entreprise, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le partage de la valeur est une donnée véritablement importante ? Est-ce que ça a été un enjeu de survie pour l'entreprise, tout simplement ? Ou alors, est-ce que ça a été un choix initial, un choix volontaire et une prise de risque au service d'un engagement plus grand ? Merci beaucoup pour cette question. Donc, A2 Consulting, effectivement, nous sommes un cabinet de conseil en organisation. Nous accompagnons nos clients dans les projets de transformation avec une forte dimension donc RSE. Et par rapport à votre question, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans un cabinet, d'être associé, dans un cabinet qui est un peu né d'un idéal, en fait, de Jacques Schramm, le fondateur, qui avait quitté donc un gros cabinet de conseil, comme on les connaît, et qui avait justement cet idéal de créer un cabinet à taille humaine, où on puisse faire son travail de façon intelligente, dans une atmosphère bienveillante, et avec plutôt un impact, on va dire, positif, sur la société, sur l'environnement. Et donc, en fait, très tôt, chez A2 Consulting, et puis après, j'arrête de dire A2 Consulting, mais c'est vrai que très tôt, on a eu ce souci, effectivement, cet engagement RSE. Et très naturellement, alors dans les années, ça a été créé en 2000. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'à l'époque, on nous regardait vraiment comme des huluberlus parce qu'on mettait en place des éco-gestes, parce qu'on calculait déjà notre bilan carbone, on se faisait du coup labelliser, on était EcoVadis, on faisait partie des entreprises, les 5% les plus RSE. Et on était aussi la plus petite entreprise à avoir créé une fondation. Donc effectivement, l'Échiquier de la réussite, dont l'enjeu est d'aider les jeunes des quartiers sensibles via la pratique du jeu d'échecs. Donc vous parliez de risque, je pense que pour nous ça n'a jamais été un risque en fait, l'engagement, la RSE, c'est plutôt une opportunité et puis ça correspond aussi à notre identité forte. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on le retrouve dans les recrutements qu'on fait parmi les jeunes consultants recrutés, c'est qu'ils ont vraiment justement cette envie de s'investir dans une entreprise qui ait des valeurs, qui les mettent en pratique. Et tout à l'heure, on parlait de sincérité, avec un engagement sincère depuis longtemps. Pas parce que c'est à la mode, qu'on en parle beaucoup en ce moment, voilà, et parce que ça fait partie des critères des acheteurs dans tous les grands groupes. Et du coup, voilà, et nous, c'est très cohérent avec notre identité. Et en plus, ça nous permet de capter des talents qui partagent nos valeurs. Et voilà, et c'est un élément aussi de fidélisation de nos salariés. Voilà. Et en tant qu'entreprise conseil, est-ce que vous ressentez de la part de vos clients, des entreprises que vous conseillez, est-ce que vous ressentez de nouvelles attentes pour une transformation plus responsable ? Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe ? Oui, tout à fait. Là, on a vraiment senti que ces 5 dernières années, on côtoie beaucoup les acheteurs des grands groupes et on s'est vraiment rendu compte que notre savoir-faire, on va dire, dans le domaine RSE, c'était vraiment une practice qui les intéressait beaucoup. Et on s'est aussi rendu compte que maintenant, ça faisait partie des critères en fait, d'évaluation des cabinets, donc ce qui est plutôt une tendance vraiment positive. Donc voilà. Et puis une nouveauté aussi, donc ça c'est assez récent, mais on nous regarde un petit peu différemment. Nous on est 130 consultants, donc c'est un choix. On ne veut pas être une big compagnie et voilà, on veut rester à taille humaine. Et c'est vraiment une croissance maîtrisée, volontairement maîtrisée. Et c'est vrai qu'autrefois, on allait voir les acheteurs, ils se disaient mais voilà, ils nous parlaient à peine. On était un petit cabinet, on n'était pas une marque. Et là, on a senti vraiment un changement de paradigme. C'est vrai qu'aujourd'hui, les acheteurs aiment la nouveauté,
les petits cabinets. Donc là, maintenant, c'est plutôt small is beautiful. Et voilà, et ça nous permet. Et les métiers, les acheteurs, les directions sont contents de travailler avec des petits cabinets. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Ils essaient de faire bouger les lignes, d'ailleurs, les acheteurs, sur ces sujets-là. Ils disent on veut changer, on ne veut pas avoir toujours tous les mêmes cabinets qu'on fait travailler. Donc c'est un peu une tendance de ces 5 dernières années. Pour vous, cette tendance est plutôt une opportunité et pas un risque? C'est comme ça que vous le voyez? Oui, tout à fait. Effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça correspond à nos convictions profondes. On ne s'est pas inventé des nouvelles croyances et des nouvelles valeurs parce que c'était porteur. C'était à la mode. Parce que c'était à la mode. Donc, on l'a toujours été. Et puis, je vous dis, il y a 10 ans, vraiment, on passait pour des drôles d'oiseaux avec notre fondation, avec nos éco-gestes, la parité, la diversité. C'était pas encore complètement rentré dans les mœurs. Voilà. Merci. Merci à vous. Je me tourne vers notre dernier intervenant du jour, Monsieur Philippe Perrault. Alors, vous êtes vice-président du groupe Massif depuis 2013. Vous êtes en charge de l'engagement. Vous allez nous parler donc d'un cas particulier. C'est le cas d'une mutuelle qui est par définition plus engagée que les entreprises dites traditionnelles. Et plus précisément, vous allez nous parler de la raison d'être de la Massif et de la démarche que vous avez entreprise pour définir cette raison d'être. Alors, les 2 questions que je voudrais vous poser, c'est déjà, est-ce que les mutuelles, elles aussi, sont concernées par un déficit de confiance ? Et si oui, comment est-ce que la définition d'une raison d'être peut permettre de rétablir le lien de confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes ? C'est une très bonne question. Alors, est-ce que les mutuelles sont effectivement traversées par cette manque de confiance ? Si effectivement ils ne font pas leur job, ils le seront. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-Claude Mailly en disant une entreprise qui ne met pas en avant, cette problématique de confiance avec ses clients. Alors nous, on appelle plutôt nos assurés, nos sociétaires, les salariés, et puis, la société en général est une entreprise qui est vouée à disparaître demain. Ça, j'en suis aussi convaincu. Alors oui, la Massif est un assureur, mais c'est un assureur mutualiste qui essaye de concilier 2 choses. La performance économique, parce que effectivement, comme tout assureur, on a parlé d'association, si effectivement demain on n'est pas performant économiquement, on ne peut pas, répondre aux services qu'on doit répondre à nos assurés, à nos sociétaires. Mais cette performance, économique, on le fait au service, de nos sociétaires, de nos parties prenantes. C'est-à-dire qu'on essaye effectivement de travailler sur, leurs besoins. On essaye de leur produire des produits, des services qui correspondent aux besoins. On ne veut pas vendre n'importe quoi, des choses qui ne serviraient pas, aux sociétaires. Et ça, c'est important. Comme on n'a pas d'actionnaires, nous, à rémunérer, les bénéfices, de l'entreprise, les résultats économiques de l'entreprise, on les redistribue à l'ensemble de nos sociétaires à travers de meilleurs tarifs, de meilleurs produits, et puis aussi à travers de services importants. Et on concilie donc cette éthique mutualiste. Alors l'éthique mutualiste, c'est quoi ? On parlait de gouvernance tout à l'heure. La mutuelle La Massif, comme beaucoup de mutuelles, mais principalement à La Massif, la gouvernance se fait avec les représentants des sociétaires. Moi, je suis un administrateur qui est délégué, élu par les sociétaires de La Massif, une fois tous les 3 ans. D'ailleurs, on doit organiser bientôt, en début 2021, nos élections, puisque c'est un mandat de 3 ans. Donc on est élu par les sociétaires, on les représente au conseil d'administration, à l'Assemblée générale, où là se décide la stratégie globale de l'entreprise en matière de tarifs, en matière de produits et en matière aussi de services. Donc on concilie ces 2-là. Et tout à l'heure, le premier intervenant disait que la confiance, ça ne se décrète pas. Je suis totalement d'accord. La confiance, ça se vit, ça se prouve. Il a mis en avant, 4 éléments importants que sont la sincérité, la cohérence, l'écoute et l'expérience partagée. C'est ce que nous vivons. Et donc l'expérience que nous avons effectivement mis en avant, c'est la raison d'être. Comment allions-nous définir notre raison d'être ? Notre raison d'être, on l'a définie par rapport à ce qu'on est depuis 60 ans, puisque la Massif a 60 ans, on les fête d'ailleurs cette année. C'est-à-dire, on a voulu faire en sorte que l'ensemble de nos parties prenantes participent à la définition de cette raison d'être. Donc il y a eu 15 000 sociétaires, élus de sociétaires, plus salariés,
qui ont participé, je vais dire, à cette raison d'être. On a commencé fin 2019, et puis par une démarche inclusive, participative, démocratique, nous avons défini cette raison d'être. Donc elle était dans le cadre d'échanges entre ces 15 000 personnes qu'on a organisées, et on a défini cette raison d'être qui aujourd'hui est protéger le présent et permettre l'avenir pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et autour de cette raison d'être, on s'est dit qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est qu'une phrase. Il faut définir des promesses en direction de ces 4 parties prenantes. Des promesses en direction du sociétaire, qui est bien entendu notre raison de vivre, pour mieux les accompagner tout au long de leur vie, donc répondre à leurs besoins, créer des services qui leur correspondent. Donc définir ces promesses, c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Définir aussi des promesses en direction des élus de sociétaires. Comment aujourd'hui on leur permet dans la gouvernance de remplir totalement leur mission de représentants des sociétaires. Donc on travaille aussi là-dessus pour mieux les accompagner, pour qu'ils aient les moyens nécessaires d'être vraiment représentants des sociétaires. Promesses aussi en direction des salariés. Les salariés, c'est important qu'ils participent à ce projet, qu'ils s'en sentent partie prenante, en leur donnant un peu plus d'autonomie par rapport à leur travail. On est quand même 10 000 salariés sur l'ensemble, je veux dire, de la mutuelle de la Massif, donc c'est quelque chose. Ils y ont participé. Et enfin, et ça c'est important pour retrouver la confiance des entreprises, la confiance de la mutuelle, c'est en direction de la société. Comment aujourd'hui, à travers nos métiers, qui est surtout un métier de protection des biens, protection des personnes, protection aussi de pouvoir d'achat, comment aujourd'hui, à travers ces 3 métiers, nous permettons de contribuer à transformer la société pour qu'elle soit plus inclusive, plus solidaire, et puis qu'elle protège globalement les gens. Donc c'est autour de l'ensemble de ces parties prenantes qu'on a créé, je veux dire, et c'est quand même, je veux dire, cette raison d'être, 74 000 contributions en tout, c'est quand même quelque chose d'important qui, je crois, n'existe pas encore, je veux dire, dans une entreprise privée. Et justement, est-ce que vous pensez que c'est un modèle ou une démarche qui est transposable à l'entreprise traditionnelle ? Je pense qu'elle peut l'être. Alors bon, les entreprises traditionnelles, j'allais dire les entreprises classiques, ont un acteur, et ça a été rappelé tout à l'heure, que sont les actionnaires. Nous, on n'a pas cela, puisqu'on est dans l'économie sociale. Je disais tout à l'heure, on repartage les parties. Mais je pense que c'est important aussi que ces entreprises, même s'ils produisent, j'allais dire, des services, mais voire aussi des produits manufacturés, de travailler sur ce dossier. En tout cas, ce que nous, on propose, on est ici sur le World Forum, c'est qu'on puisse aussi, j'allais dire, dialoguer avec les entreprises classiques, partager, on a dit que c'était important, un élément de partage, qu'on puisse partager aussi notre expérience et faire en sorte qu'autour de ces expériences partagées, on essaye que l'entreprise soit éco-citoyenne, qu'elle permette effectivement de redonner confiance, je veux dire, à la société tout entière. Donc il est possible de le faire, il faut s'en donner les moyens, il faut, j'allais dire, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes participent à la gouvernance et puis bien partager cette gouvernance entre l'ensemble et que chacun s'y retrouve. Merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour votre intervention. On va maintenant prendre les questions du public, vos questions, dans 1 minute. Voilà. Alors, je les lis en même temps, excusez-moi. Alors, une question. En ce temps de crise, il est important de rétablir la confiance entre les employeurs et les dirigeants, mais que peuvent-ils mettre en place pour rétablir ce lien de confiance ? Alors, on a esquissé déjà avec vous tous un certain nombre de réponses. Peut-être Monsieur Mailly, vous pourriez nous en dire un petit peu plus, peut-être un cas pratique. Est-ce que vous auriez ou alors nous parler peut-être des outils de mesure, parce que bien évidemment Sinopia est en train d'en développer un, mais vous avez dit à un moment il va falloir mesurer l'effort des entreprises. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, moi je pense, je dirais par expérience en tant qu'ex-syndicaliste, mais je n'ai jamais changé d'idée. Moi je vois les choses avec les mêmes convictions, mais avec un
un cadrage plus large aujourd'hui. Et je pense que dans l'entreprise, en tous les cas, le fait qu'on réussisse à établir une relation de respect, de confiance qui se construit progressivement, tout est possible. Quand on est en négociation, c'est au bon sens du terme un rapport de force. On a des intérêts qui sont différents, mais l'objectif, c'est de trouver un accord. Et je pense justement, ce rapport de force, il faut progressivement passer alors je vais aller vite et brutal, d'une culture du conflit à une culture de co-construction. Je crois que c'est comme ça que l'on peut effectivement avancer. Et il y a des exemples dans nombre d'entreprises aujourd'hui déjà où ça fonctionne. Je parlais tout à l'heure d'Airbus par exemple, c'est quand même pas si évident que ça. Une entreprise avec des dizaines de milliers de salariés dans le monde, avec des difficultés importantes aujourd'hui, qu'ils arrivent par la négociation à dire on va se sortir ensemble de cette difficulté. Voilà. Mais il y en a d'autres entreprises aujourd'hui. Il y en a une qui est souvent citée, c'est Danone aussi, par exemple, où ils font des choses importantes en matière de formation. Je crois que la négociation et se construire des systèmes que j'appelle de co-construction, ça veut dire on respecte son interlocuteur, on défend sa position, mais l'objectif, c'est de trouver un compromis qui nous permette ensemble d'avancer. Je crois que c'est un élément essentiel. Et puis, comme disait M. Perrault, c'est l'inclusion de toutes les parties prenantes à la discussion, à la négociation. Bien sûr, la négociation sociale, elle se fait dans l'entreprise entre les représentants des salariés, les syndicats et la direction, ça, c'est évident. Mais si l'on veut mesurer l'impact réel d'une entreprise, à la fois vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Je vais prendre un exemple dans le domaine social, par exemple. Comment on mesure un climat social dans une entreprise? Il y a différentes façons de le mesurer. Mais par exemple, il y a une façon, c'est est-ce qu'au-delà des thèmes de négociation obligatoires qui existent, on n'a pas le choix, il faut les faire, est-ce qu'il y a d'autres négociations qui se mènent dans l'entreprise? Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, il faut bien à un moment donné mesurer. Alors c'est pas forcément mesurer, tout n'est pas quantitatif, il y a une part de qualitatif, mais il faut sortir des sentiers battus. Et puis, moi j'ai envie de dire, on est en France et en Europe. Bon, il n'y a pas de raison que, comme pour les normes comptables, on se voit imposer par les États-Unis les normes IFRS, c'est que sur les normes, entre guillemets, ou les démarches RSE de type social, on se voit imposer aussi des normes qui vont nous venir du monde anglo-saxon. Je ne dis pas que ces normes sont mauvaises, mais on a des spécificités. On a, moi, je pense, un modèle social européen qui est perfectible. Donc, il faut essayer d'adapter aussi les systèmes de mesure qualitatifs et quantitatifs à notre société. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Perrault? Oui, excusez-moi. Oui, c'est parce que Jean-Claude Mailly parle d'impact, et ça c'est important. Et je pense que l'entreprise aussi en tant que telle, elle peut aider à financer aussi l'impact social. Par exemple, récemment, à la Massif, on a créé un fonds impact, ESS, mais aussi entreprise à but social. On l'a doté de 20 millions d'euros pour permettre effectivement de financer des entreprises de l'économie sociale, mais aussi des entreprises qui ont une vertu sociale. Ce n'est pas uniquement fermé aux entreprises de l'ESS, comme on dit communément, où on va aider ces entreprises à mesurer aussi l'impact social de leur intervention, de leurs services et de produits qu'ils créent. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il y a effectivement la notion d'impact à mesurer. Et je sais que Sinopia travaille sur ce sujet, ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que l'entreprise en tant que telle, dans son rôle sociétal, elle a aussi, si elle le peut, à financer d'autres entreprises ou associations pour mesurer l'impact social et sociétal. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et là aussi, je pense qu'on regagnera la confiance du consommateur, parce que justement, il faut lui donner du sens. L'entreprise produit tel service. Quel sens elle donne à ce bruit? Quel financement elle apporte? Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors voilà, à la Massif, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Et je veux dire, on a mis en place ce fonds impact doté de 20 millions d'euros. Merci beaucoup. Alexandre? Joséphine, puis-je me permettre d'intervenir? Oui, Benjamin, vous êtes toujours là. Formidable. Oui, je suis toujours là. Je voulais réagir à quelques-uns des propos, et notamment par rapport à une tendance que certains vivent ou voient, qui est le passage pour les entreprises à la définition d'une forme de raison d'être.
Alors certaines vont jusqu'à entreprise à mission, mais déjà il y a le fait de trouver à quoi on sert pour la société ou les citoyens, au-delà de simplement servir des dividendes. Et ça, c'est la démarche de recherche d'une raison d'être. Des groupes comme Danone, par exemple, c'est des démarches qu'ils ont faites il y a déjà plusieurs années. Alors, si j'enlève évidemment les entreprises qui font semblant de dérouler ce type de démarche, comme elles l'ont fait dans des temps passés pour l'environnement, en faisant du greenwashing, celles qui le font avec honnêteté et sincérité, et on a vu comme c'était un élément majeur pour restaurer la confiance, ça permet deux natures de bénéfices. Ça donne deux natures de bénéfices. Le premier, c'est que forcément, on est dans une phase de transition d'entreprise, de transformation. Cette phase-là, il est beaucoup plus facile de mener une transformation quand on a un but, quand on a une mission, quand on a quelque chose en fait qui, malgré peut-être le chemin sinueux par laquelle va passer la transformation, eh bien, on a quand même quelque chose qui nous guide. Et cette raison d'être, elle peut servir de juge de paix, en tout cas de but ultime dans la transformation, et donc elle aide beaucoup à donner du sens. Le deuxième élément, plus opérationnel aussi, c'est dans les phases de négociation. Il est vrai que la phase de négociation, au-delà des postures des uns et des autres, qui parfois peuvent être sont celles finalement parfois d'opposants, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un objectif commun partagé. Et c'est vrai que s'il y a une raison d'être qui est évidemment commune et partagée entre l'ensemble des parties, c'est vrai qu'on a là encore un juge de paix qui permet de trouver finalement le bon compromis entre chacun, sans que ce soit un compromis mou, mais qui soit véritablement quelque chose où chacun sort gagnant, faisant avancer avec la posture qu'il a, du côté des syndicats, du côté de la direction, du côté des collaborateurs, du côté de l'ensemble des parties prenantes et qui sont autour de l'entreprise, permettant finalement d'aller vers un mieux où chacun va finalement être dans son domaine un contributeur, peut-être plus ou moins modeste ou plus ou moins important, vers ce mieux. C'est pour ça que cette démarche de mission, de mission statement, de raison d'être, il y a plusieurs manières de l'appeler, elle est aujourd'hui, je pense, au cœur je ne vais pas dire de ce monde d'après, parce que je ne sais pas si c'est un monde d'après, mais en tout cas de cette rénovation de l'entreprise et de tout ce qu'il veut dire derrière. Évidemment, quand on dit mission statement, quand on dit raison d'être, on dit aussi comment mesurer en fait les progrès. Et c'est là que toute la logique des travaux qu'a commencé Sinopia sur la manière dont la valeur aujourd'hui plurielle peut s'exprimer au-delà des simples critères ESG est absolument majeure parce qu'elle l'outille, elle supporte cette approche. Merci beaucoup, Benjamin. Alexandre ? Oui, pour compléter ce que disait Benjamin, je crois que derrière tout ça et derrière cet enjeu de raison d'être et de devenir de l'entreprise, il y a en fait quelque part un nouvel équilibre à trouver entre la manière dont les rapports entre les parties prenantes s'organisent. Et je pense en particulier qu'évidemment, un des points fondamentaux de cet équilibre repose sur la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs. Ça, je crois que c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup à faire, non pas en réduisant les choses sous le simple angle du partage de la valeur ajoutée, au sens où on parle de rémunération. Je crois que ça ne marche plus. Si, ça marche un coup sur deux. C'est un sabotage qui vient de je ne sais où. Voilà. Et je crois qu'en fait, voilà, vous avez sur ce sujet-là besoin de ne pas limiter le champ de la réflexion sur le simple enjeu de la participation et de l'intéressement. Ce sont des sujets très intéressants. L'actionnariat salarié, évidemment, est un moyen de confiance et aussi d'engagement de la part des collaborateurs. Mais il faut aller au-delà. Il faut, de mon point de vue, que les entreprises, et là les organisations syndicales patronales ont un grand rôle à jouer. L'ouverture de ce chantier par le Premier ministre sur le partage de la valeur est essentielle. Et j'espère qu'il en sortira d'autres choses que simplement des accords d'intéressement et de participation, parce que véritablement, l'enjeu va bien au-delà. Et de ce point de vue-là, il me paraît vraiment essentiel de retrouver pour l'entreprise cette capacité à anticiper, d'être force de proposition. Parce que si les entreprises et les organisations patronales, en tout cas, ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a à anticiper sur ces questions-là, à être force de proposition, c'est le législateur qui fera le job. Il l'a fait dans le domaine de la... Je ne sais pas si ça marche encore. Il l'a fait dans le domaine de la... Il le fera dans
d'autres domaines. Il n'hésitera pas à le faire si les entreprises ne vont pas sur ce territoire d'une gouvernance plus inclusive, plus partagée, d'un partage de la valeur revisité, et le législateur fera le job. Et il ne le fera pas forcément toujours bien. Justement, ça me permet de rebondir sur une question qui nous est posée. Est-ce que la méthode de management peut influencer cette transformation et peut influencer le renforcement du lien de confiance entre, alors pour le coup, les salariés et les dirigeants? Agathe? On va y arriver. Est-ce que le mode de management peut favoriser bon, déjà, aujourd'hui, il y a une tendance de fond sur le management plus, on va dire, horizontal. C'est-à-dire qu'il y a moins de rapports hiérarchiques, de distance hiérarchique. Voilà, moi, je sais que au sein de notre cabinet, on est extrêmement transparent. C'est-à-dire qu'on partage, on parlait de dialogue tout à l'heure. C'est vrai qu'avec nos salariés, on est dans un échange permanent et on est très transparent sur... on parlait des chiffres, on a mis en place de l'épargne salariale et on partage à la fin de l'année les résultats, donc un peu dans l'idée d'un partage parce qu'on a tous travaillé ensemble au nom du collectif. Donc je pense que... Est-ce que le mode de management peut... c'est une bonne question. Oui, je pense qu'en privilégiant la proximité et en étant un peu exemplaire au niveau du management, on peut inspirer aussi les salariés dans leur pratique au quotidien. Et puis dans les grandes orientations stratégiques aussi qu'on prend, on peut montrer aussi la voie aux salariés et montrer qu'on s'investit dans toute la dimension, on va dire, RSE. Oui, moi je pense que le mode de management joue effectivement. Est-ce que dans l'entreprise, le niveau de confiance et de respect est tel que le management est au plus haut niveau, accepte de discuter par exemple de stratégie de l'entreprise? Il doit le faire normalement aujourd'hui dans le cadre des CSE, premier élément. Deuxième élément, la structuration du management. Moi, j'ai connu des entreprises où, je prends un exemple, vous aviez le DRH sur les questions, je dirais, légales, juridiques, etc., le directeur des relations sociales pour les négociations avec les syndicats, qui ne se parlaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément tous les deux au CODIR, et comme ça ne marchait pas, on faisait une direction transversale. Voilà, ça c'est l'échec, assurer des choses. Donc, la manière dont le management s'organise, et je vais prendre un dernier exemple, avec la crise sanitaire, le développement important du télétravail change énormément le rôle du manager de proximité. Ce n'est pas la même chose d'être face à une équipe dans les mêmes bureaux que d'être derrière des écrans. Comment on travaille sur les objectifs, comment on associe, etc. Donc le management a un rôle particulier à tous les niveaux. Merci beaucoup Philippe Féraud. Vous voulez compléter? Non, pas sur cette question-là. Sinon, alors j'ai une autre question qui s'adresse directement à Alexandre Malafaille. Est-ce que l'indice Sinopia, donc cet indice sur le partage de la valeur et de la performance responsable de l'entreprise, est-ce que cet indice a pour ambition et pourra être utile pour renforcer la cohésion? On nous parle de cohésion dans les questions qu'on nous posait, pas forcément de confiance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? À partir du moment où on remet dans une dynamique de perspective l'entreprise et ses enjeux de performance et de responsabilité, à mon avis, ça contribue à donner du sens à l'entreprise, au pourquoi on s'engage à ses côtés, pourquoi on travaille avec elle. Voilà. Tant que vous êtes en collaborateur dans une boîte avec le sentiment que vous êtes une variable d'ajustement en temps de crise, votre lien de confiance, il repose quand même beaucoup sur finalement une approche en disant je suis consommateur de mon job. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai à prendre et puis si un jour je zappe, mais mon attachement à l'entreprise est relatif, quoi. Dans les armées, c'est très différent. Hein. Dans les armées, on vous explique que même sur le champ de bataille, ça ne se passe pas. On viendra vous chercher, on ne vous laissera jamais tomber, quoi. Voilà, dans les entreprises, on ne vous dit pas qu'on ne vous laissera jamais tomber. On peut vous laisser tomber. Bon, on peut comprendre les raisons qui font que. Hein, je n'exclus pas que la compétition internationale et le besoin de performance fait qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions et parfois réduire des effectifs. Mais quand vous vivez avec ce sentiment d'être une variable, hein, les ressources humaines, c'est un compte de charge comme un autre, ça peut avoir des conséquences. Donc la démarche qu'on vise à construire vise justement à redonner une véritable épaisseur au rôle et aux missions de l'entreprise,
dans cette dimension de performance responsable, parce que ma conviction en revanche, c'est que si les plus éthiques survivront au cours de ce siècle, je pense également que beaucoup d'entreprises sont engagées sur cette voie, et beaucoup plus que les gens au très grand sens du terme ne l'imaginent. En revanche, c'est pas parce qu'on fait bien que ça se sait. Et notre démarche aussi vise à démontrer que voilà, il y a un engagement responsable, il y a à l'instant T une performance qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est intéressant, c'est de la remettre dans la perspective. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'où on vient et où on est, et où, quelque part, où les choses sont-elles en train de se projeter. Et de ce point de vue-là, notre démarche apporte quelque chose, je crois, d'innovant. Et donc, de créer un lien de visibilité entre l'entreprise avec ses collaborateurs, notamment. Et si les collaborateurs trouvent que finalement la performance globale de l'entreprise va dans le bon sens, eh bien je crois, oui, je suis persuadé que ça motivera encore davantage, ça donnera des raisons de s'engager. Et ce sera d'autant plus vrai que, en plus, associé à ça, les indicateurs qu'on prend en considération sont de nature à stimuler la manière dont l'entreprise va petit à petit faire évoluer ses dispositifs de gouvernance en matière de performance responsable. Quelque part, évidemment, à partir du moment où on va mesurer un certain nombre de critères, forcément, les critères mesurés vont être plus regardés. Alors, on a fait en sorte de choisir des critères qui étaient justement des critères de performance et d'intérêt pour que les entreprises aient envie de dire ça fait sens. On peut aller dans ce domaine-là sans que ça remette en cause le modèle économique, mais en même temps, ça va recréer du lien, ça va recréer de la confiance. C'est cet équilibre-là qu'on a essayé de fabriquer au travers de l'indice qu'on a imaginé. Oui, et je me permets, cet indice est quelque chose d'important parce que vous venez de dire qu'il faut effectivement travailler sur la confiance, mais il faut passer du discours au faire. Il est important de mesurer la preuve de ce qu'on affirme. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'à la Massif, on a travaillé sur cette raison d'être, ça fait quand même ça fait 60 ans qu'on est autour de cette raison d'être, sauf qu'on l'a reformalisé avec les parties prenantes, et ça c'est important. Et quand on parlait de cohérence aujourd'hui dans une entreprise, c'est pareil dans une mutuelle. La cohérence ne se décrète pas, chacun doit y trouver sa place dans l'œuvre commune, on va dire, sur l'objectif de l'entreprise elle-même. Et puis après, il faut fournir les preuves de cette raison d'être, c'est-à-dire mener des actions particulières qui prouvent qu'effectivement on est, notamment dans la RSE, donc on participe aussi, nous, on travaille sur les problématiques avec notre fondation sur la mobilité inclusive, la mobilité durable. Il faut le faire avec des partenaires. J'ai entendu le mot de partenaire. On le fait avec des partenaires dont c'est le métier de travailler sur ces sujets-là. Donc on partage aussi, je vais dire, cette ambition avec des partenaires qui font société. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, mesurer l'impact de la raison d'être est quelque chose d'important. En soi, je pense que le travail de Sinopia est intéressant parce que justement, on va pouvoir mesurer l'impact, on va pouvoir dire, oui, on montre les preuves que nous sommes dans cette raison d'être et que nous faisons société et que les promesses qu'on fait en direction de nos sociétaires, en direction, des salariés, en direction de la société et en direction des élus est quelque chose qu'on crée véritablement. On les accompagne et ça, c'est quelque chose d'important. Pour le dire autrement, qu'est-ce que l'amour sans les manifestations, les preuves de l'amour? On peut le dire comme ça. Oui, juste un mot. L'idée avec notre indice n'est pas de faire une photographie de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et de dire elle est bien ou pas bien. Ça, ce serait, je dirais, à la limite, ce serait une vision consumériste de l'indice. C'est pas du tout l'objet. Nous, l'objet, c'est vraiment que l'entreprise puisse mesurer sa transformation. Voilà, elle prend des engagements, elle a une vision de toutes ses parties prenantes, et on mesure la transformation de l'entreprise, qui est une transformation volontaire, bien entendu, mais on mesure cette transformation. Et on voit très bien, par exemple, que ces dernières années, il est plus facile de mesurer des objectifs environnementaux, des objectifs sociaux. C'est évident. Mais vous avez même le monde de la finance, c'est percuté. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui lancent des demandes d'emprunt, en fait, fixées sur des objectifs environnementaux, par exemple. Je demande à emprunter telle somme. Voilà les 2 objectifs que je veux atteindre telle année. J'ai un taux d'intérêt de temps. Si je n'ai pas obtenu l'objectif que j'ai fixé, eh ben, j'aurai une sanction financière. Donc c'est une forme de conditionnalité. On a beaucoup de débats sur la conditionnalité aujourd'hui, mais je pense que c'est un des éléments qui va intervenir dans les années à venir.
Alors je profite de l'occasion que vous me donnez, Jean-Claude Mailly, pour vous dire qu'aujourd'hui, on travaille à la Massif sur effectivement la compétence et la reconnaissance en direction de nos dirigeants techniques. Et on met dedans sur comment mesurer effectivement leur efficacité, entre guillemets, pas uniquement sur, la richesse produite ou le service ou le produit qu'on a bien et les services qu'on a rendus, mais aussi sur la façon dont ils ont intégré cette raison d'être, donc la façon sociale et sociétale de cette raison d'être. Et donc ils seront aussi, entre guillemets, jugés. Leur performance sera jugée aussi sur ce dossier-là. On travaille là-dessus et ça, c'est important. Parce que ça veut dire qu'on met en avant pas uniquement des critères financiers, voire des critères, RSE, on met aussi des critères d'engagement. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on m'a donné la responsabilité d'un vice-président engagement avec un grand E. C'est comment aujourd'hui les dirigeants de l'entreprise, les dirigeants techniques et politiques sont engagés aussi dans l'intervention sociétale et l'intervention sociale. Je lisais juste les questions qui nous étaient posées, c'est pour ça, et on nous posait beaucoup de questions sur les jeunes, justement, comment on implique les jeunes dans la dynamique d'engagement dans les entreprises, et est-ce qu'ils participent justement à la définition de la raison d'être de l'entreprise. Donc moi je réfléchissais, je me disais chez nous, est-ce qu'on a fait ça, est-ce qu'on avait participé les jeunes, est-ce que nous c'est le conseil responsable. Oui, moi je pense que ça correspondait aussi à leurs aspirations, donc on les a de fait impliqués. Oui, excusez-moi, mais à la Massif, on implique les salariés jeunes. Donc a été mis en place par notre direction un comité consultatif jeune qui est consulté sur toutes les problématiques stratégiques de l'entreprise. Donc, bien entendu, ils pouvaient participer à la définition de la raison d'être. Et d'ailleurs, on réfléchit, nous, en tant que, dirigeants politiques, représentants des sociétaires, à se dire comment, aujourd'hui, il y a une aspiration, aujourd'hui, chez les jeunes, à la RSE, il y a une aspiration à la solidarité, sauf que leurs formes d'engagement ne sont pas les mêmes que nous, notre génération, on a pu connaître. Il faut aussi qu'on puisse réfléchir comment, aujourd'hui, un jeune pourrait aussi s'engager dans sa mutuelle. Quelle organisation on met en place pour qu'il puisse s'engager? Quelle est l'ouverture que fait aujourd'hui le groupe Massif pour permettre effectivement à des jeunes qui aspirent peut-être à participer à plus de solidarité, puisque les jeunes souvent s'engagent dans des moments particuliers sur plus de solidarité, on l'a vu par rapport au climat. Comment la Massif peut aussi ouvrir, sa gouvernance à une jeunesse qui aspire quelque part aussi à participer à l'œuvre commune pour faire société. Et donc on y réfléchit. La direction a déjà répondu avec ce comité consultatif jeune qui est en route depuis quelques années. Je pense qu'il faut aussi que nous, en tant que, dirigeants politiques, représentants de sociétaires, on y réfléchisse aussi. En tout cas, c'est dans nos cartons. Il me semble, pour compléter votre propos, M. Perrault, qu'il y a en fait un niveau de maturité aujourd'hui des jeunes générations sur toutes ces questions sociales et sociétales qui est très pointue. C'est une vraie réalité. Et donc, il faut l'intégrer absolument dans les organes de gouvernance, mais à tous les niveaux. Parce que cette maturité-là, elle exerce une véritable pression et en retour, elle est le fruit d'attentes extrêmement importantes. Et cette maturité, c'est aussi une chance. Enfin, nous, on le voit dans un registre différent. Au sein de Sinopia, on a un groupe jeune qui n'a été qu'une bonne surprise permanente. Et quelque part, en termes de capacité à éclairer les problématiques, c'est surprenant, mais c'est bien. Parce que je crois qu'à un moment donné, on a besoin aussi de décloisonner, de réfléchir autrement, de participer autrement. Et les jeunes générations, comme en plus elles sont très bien formées, elles sont très très bien connectées, de fait, elles vont très vite. Elles ont une capacité à voir ce qui se passe ailleurs, à regarder les problématiques autrement, et puis à remettre en cause les vieux schémas. Ça, c'est pour le coup, il y a des enjeux de dégagisme, entre guillemets, dans les modèles de fonctionnement de gouvernance des entreprises qui sont réels. Et je pense que c'est une chance. L'expérience qu'on en a tous fait autour de nous, c'est que c'est une vraie chance. Après, c'est des équilibres à trouver. L'expérience est un point important, bien sûr, mais cette maturité-là, c'est une réalité sociale profonde qu'il faut vraiment intégrer dans les enjeux de gouvernance, bien sûr. Et Jean-Claude Mailly, en parlant des jeunes, quelle est l'image qu'ont les jeunes du syndicalisme dans l'entreprise, du dialogue social? On a l'impression qu'ils ne sont pas forcément engagés, pas forcément syndiqués. Est-ce qu'ils ont envie de se représenter eux-mêmes, ou est-ce que le modèle de la représentation, à votre avis, peut perdurer avec les jeunes générations? J'ai envie de dire, ça dépend des secteurs d'activité. Dans le monde des startups, c'est un peu plus compliqué d'être présent syndicalement,
Bon. Mais ça existe quand même. Moi, j'ai remarqué, mais une question de génération, que les gens se syndiquent en général plus tard. Hein, et ça dépend aussi du niveau de formation. Hein, si on est dans une entreprise, tout se passe bien. Vous pouvez dans certaines entreprises où le temps de travail est décompté différemment, où il y a une prise en charge conciergerie, enfin, je ne vais pas citer de nom, etc. On n'a pas le sentiment. On vient d'arriver dans le boulot et on n'a pas le sentiment que les syndicats sont utiles. C'est un premier réflexe. Et un jour, comme tout le monde, vous pouvez avoir un problème. Le premier réflexe aujourd'hui, souvent, c'est d'aller voir sur Internet et d'essayer de trouver la réponse tout seul à son problème. Et c'est quand ça ne va pas que là, il y a un premier contact. Donc, c'est un contact quand il y a une difficulté. C'est souvent comme ça. Hein, mais il y a des jeunes qui se syndiquent, quelle que soit l'organisation syndicale. Après, ça dépend. Vous savez, dans les entreprises où il y a malheureusement des entreprises où le climat social est mauvais, et là, quel que soit l'âge, il y a une syndicalisation qui se fait. Je rappelle tout le temps que quel que soit le syndicat en France, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de syndiqués moins important qu'ailleurs. Mais c'est aussi dû... C'est un élément clé aux valeurs républicaines. Cette notion d'assurer un minimum d'égalité de droit entre tout le monde, qu'on soit d'une TPE ou d'une multinationale. Si vous perdez votre boulot, vous avez les mêmes droits, hein, que vous soyez syndiqué ou non syndiqué. Alors ça ne facilite pas la syndicalisation, c'est vrai, mais ça participe du maintien d'un minimum d'égalité de droit, qui n'est pas l'égalitarisme. Merci. On a une question intéressante. Est-ce que le dirigeant ne devrait-il pas être inspirant? Et moi, je traduis ça par est-ce que le dirigeant doit être exemplaire, le dirigeant d'une entreprise, pour impulser quelque chose, pour impulser cette transformation? Est-ce que l'exemplarité est quelque chose qui est clé? Alexandre? Belle question. Alors, sur la dimension inspirante, il y a plusieurs approches de ce que doivent être les dirigeants. Il n'y a pas un modèle unique. Mais en tout cas, évidemment, le dirigeant, quel qu'il soit, doit être porteur de quelque chose quand même. Une capacité à fédérer, une capacité à faire naître des talents autour de lui, à savoir s'entourer, à faire en sorte que l'entreprise, la structure dans laquelle il est, en fait, ça peut être aussi bien un pays qu'une organisation X ou Y ou qu'une entreprise. Ce dirigeant, il doit avoir des qualités qui ne sont pas forcément toutes les mêmes. En revanche, je pense que, et je rebondis volontiers sur ce que vous disiez, je pense qu'il y a un trait commun à l'ensemble des dirigeants, qui soient brillants, ultra charismatiques, besogneux, mais extrêmement bons sur le fond, avec une capacité à être tout seul, mais génial, ou une capacité à être en mode partage permanent. Il faut qu'ils soient derrière tout ça, il faut qu'ils soient exemplaires. Je pense que, et dans le monde moderne, encore plus que dans le monde d'hier, vous avez cet impératif de bonne pratique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. Mais et surtout quand on a des faiblesses, il faut pas, faut pas jouer à François Fillon, qui, je reviens sur le territoire politique, mais voilà, qui donne des leçons et puis qui lui-même effectivement se fait rattraper par la patrouille, comme on dit. Donc je pense que c'est vrai pour tous les dirigeants. Voilà. On n'est pas parfait, donc quand on n'est pas parfait, on évite de donner trop de leçons, d'une part, et en revanche, on essaie de faire bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais on essaie de faire bien. C'est essentiel si on veut pouvoir embarquer avec soi, créer de la confiance, parce que je leur dis de toute façon, quand vous n'êtes pas exemplaire, ça finit par se savoir. Et ça vous rattrape. Et après, de la même manière, après, on peut discuter de ça sur, y compris des questions qui touchent à des points sensibles, comme les questions de rémunération. Quand on est dirigeant salarié, à un moment donné, quel rapport, quand on est le chef, quand on a un conseil d'administration auprès duquel on peut exercer un certain nombre de pressions, comment on se comporte soi-même, comment on tire, si je puis dire, l'édredon entre soi et l'ensemble des autres structures. Quand on est patron d'une boîte du CAC 40 et qu'on montre qu'on a un super engagement social et sociétal, mais qu'en fait soi-même on gagne plus que le budget de la fondation de sa boîte, on peut s'interroger aussi sur le degré d'équilibre entre on fait le bien autour de nous, mais enfin on fait beaucoup de bien pour soi d'abord. Voilà, cette question-là se pose. La rémunération de Carlos Ghosn, moi je le mets toujours comme exemple. Qu'est-ce qui justifie que, dans le cadre de la compétition internationale, j'entends l'argument de dire c'est comme ça, on paye très cher et très bon. C'est vrai, mais un écart de 1 à 1000 en tant que dirigeant salarié, entre le premier et le dernier, un écart de 1 à 1000. Moi, ça me pose question. En tant que, je viens plutôt d'une famille libérale, j'étais chef d'entreprise, je suis encore dirigeant dans des grands groupes. Cet écart-là, au niveau d'un dirigeant salarié, ne me paraît pas fondé sur le principe de l'exemplarité. Merci. Joséphine, j'aimerais pouvoir rebondir sur les propos d'Alexandre. Oui.
Sur le point d'un dirigeant qui doit être inspirant, bon, on est un peu dans la méthode Coué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un dirigeant d'être inspirant comme ça sur étagère. En revanche, d'être exemplaire, oui. Je crois que ça a été évoqué plein de fois. Cette exemplarité, en fait, elle renvoie aux critères qu'on a évoqués tout à l'heure, qui permettent de structurer un lien de confiance avec l'ensemble des parties prenantes. Et le premier, c'est une forme d'authenticité ou de sincérité. Un dirigeant, c'est quelqu'un de vulnérable. Pendant très longtemps, l'image du chef, du commandeur, c'était l'image de quelqu'un qui était au-dessus de tout le monde, qui avait toujours raison et qui ne pouvait pas échouer. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'image d'un dirigeant qui est quelqu'un d'humain, qui est quelqu'un effectivement qui porte en fait le projet de l'entreprise. Encore faut-il que l'entreprise ait un projet, encore faut-il qu'elle ait une raison d'être, encore faut-il qu'elle ait une stratégie. Mais en tout cas, c'est lui qui l'apporte et qui l'incarne. Mais il l'incarne aussi parfois avec des directions ou des bifurcations qui ne sont pas les bonnes. Et donc l'authenticité veut aussi, tant que évidemment l'échec n'est pas patent, mais s'il y a des erreurs, les assumer telles qu'elles sont. Et c'est comme ça aussi qu'on nourrit ce lien de confiance dont on a parlé pendant très longtemps. Donc l'exemplarité aujourd'hui, elle est évidente, mais elle nécessite aussi pour les dirigeants de changer, à la fois ce qu'ils ont en montrant davantage ce qu'ils sont, et deuxième chose, d'avoir un registre de communication et de management qui a vraiment totalement changé. Alors on a cité évidemment plus d'horizontalité, mais c'est en fait, on passe d'un management d'autorité à un management de leadership dans lequel on est davantage, on demande davantage à emmener les gens. Vous voyez, un peu comme quand il y a un bateau qui est sur l'eau, il est autant poussé que tiré par le vent, un bateau à voile. Et donc on est dans cette logique-là. Il s'agit de transporter, d'emmener les gens. C'est pas forcément être inspirant. C'est un mélange entre la communication et le management. Merci beaucoup, Benjamin. Pour faire écho à cette question de l'exemplarité, on en a une autre qui parle cette fois-ci de la transparence. Est-ce que la transparence peut être un catalyseur de transformation ? Ou au contraire, est-ce que ça peut avoir un effet pervers ? Moi, je veux bien rebondir sur l'histoire de la transparence. Benjamin, allez-y. Joséphine, excuse-moi, juste, mais vraiment très, très, très rapidement, parce qu'après, je vais vous laisser. Le problème de la transparence, c'est que c'est un mot qui est très creux. Parce qu'en fait, il y a une dualité dans le mot, c'est-à-dire ce qui est transparent, c'est évidemment on voit à travers quelque chose qui est transparent, donc en d'autres termes, ça n'a pas d'aspérité. Donc en fait, on parle de quelque chose qui est une caractéristique, qui est la transparence. En fait, on parle de quelque chose qui en fait laisse passer la lumière et on voit à travers. Et donc, c'est pas véritablement quelque chose qui est, on emploie, je pense, le mot de manière assez impropre. Et d'ailleurs, aucune entreprise ne peut être transparente ou totalement transparente parce qu'il y a des secrets de fabrication, parce qu'on est dans un climat concurrentiel, etc. En revanche, être authentique, c'est-à-dire en d'autres termes, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. En d'autres termes, quand on répond aux associations militantes, on répond aux journalistes qui parfois peuvent arriver avec des questions un peu saugrenues. On a une logique en fait d'empathie, de porosité, de dialogue, de citoyenneté avec l'ensemble des parties prenantes de l'extérieur. Oui, ça c'est une vraie modernité. Mais il est évident qu'on ne peut pas tout dire. Donc cette logique de transparence, je pense qu'elle est un peu, elle est un peu impropre. Merci beaucoup. Jean-Claude Mailly ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Vous savez, ça me rappelle le sketch de Coluche, plus blanc que blanc, c'est transparent, quoi. Hein, quand ils ont un sketch sur la lessive, c'est un peu la même chose. Et j'irais même un peu plus loin. Souvent, ce terme est mal utilisé. Moi, je considère que certains disent transparent, on ne doit rien cacher, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus rien. Dans ce cadre-là, certains utilisent le mot transparence comme ça. La transparence devient une forme de totalitarisme. Faut faire attention. Hein, donc, ce qui compte, c'est plus la sincérité, ce que disait Benjamin, faire ce qu'on dit et faire ce qu'on fait, quoi. Oui, le bon mot peut-être, parce qu'en fait, quand on a traduit transparence en français, on a traduit transparency. Voilà. Et je pense que un meilleur mot en français serait lisibilité.
Voilà, la transparence, ça peut être le fait d'une démarche judiciaire, inquisitoriale, qui cherche à avoir la vérité coûte que coûte. Les médias, parfois, peuvent faire preuve d'une action qui met quelque chose, une situation un peu à nu, quoi. Mais le sujet qui concerne l'entreprise, voilà, c'est pas la transparence, c'est parce que ça, en effet, Benjamin l'a dit, ça ne veut rien dire en tant que tel. Il y aura toujours des zones d'opacité, mais en revanche, la lisibilité, c'est essentiel. Si le projet de l'entreprise est lisible, si ce qu'elle fait est lisible, si c'est compréhensible, si ce qui doit être partagé est partagé, si c'est mesuré, si l'impact de ce qu'elle fait est réellement mesuré, si on ne fait pas du green ou quelque chose washing pour se faire plaisir, à ce moment-là, effectivement, ce lien de confiance est renforcé. C'est cette lisibilité-là, à mon avis, qui peut renforcer la confiance. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec les trois intervenants. Authenticité, lisibilité, compréhension, sens, donne de la confiance. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand on fait participer l'ensemble des parties prenantes à la construction d'un projet, et que ce projet est compris, lisible, que chacun y trouve sa place, on devient authentique. Et de fait, on fait ce que nous sommes, et on le fait de fait, et c'est compris. Donc je crois effectivement que c'est plutôt les mots lisibilité, simplicité aussi. Dans la compréhension, vous avez étudié le mot compréhension, c'est ça qui est important. On s'adresse à une population qui est diverse et variée. Il faut qu'on soit en capacité de bien capter ce qu'est cette population et d'y mettre de la simplicité pour qu'elle comprenne que l'engagement qu'on prend avec elle, sur notamment ce qui nous concerne, les problématiques de protection, sont compris, sont lisibles, et puis on ne leur ment pas. Enfin, je veux dire, la relation que nous avons, une relation de confiance, c'est on ne va pas systématiquement leur vendre un produit ou un service qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Donc c'est tous ces aspects-là qui feront en sorte que demain, on retrouvera une certaine confiance en l'entreprise, quelle qu'elle soit. C'est surtout cette relation de confiance avec l'ensemble et cette simplicité, je pense que c'est cette authenticité, faire ce qu'on a promis, et faire surtout ce que nous sommes et se ressembler avec les autres. Alors, je vous remercie. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous donner le mot de la fin ? Même si on sait bien que ce n'est pas une fin, mais juste le début d'une grande aventure, cette transformation des entreprises. On n'en est qu'au début, et pourtant, on voit bien que c'est un sujet qui passionne, qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de naître et qui sont déjà nées. Et peut-être que dans votre mot de la fin, vous pourriez mettre en perspective avec ce qui se passe à l'international. Parce qu'on parle beaucoup des entreprises françaises, mais quel est l'espoir qu'on peut avoir demain pour l'Europe et pour le monde en général. Mais bon, peut-être restons en Europe pour commencer. Je veux dire un mot que je connais bien pour l'avoir pratiqué depuis très longtemps, militer. Mais militer, ça ne veut pas dire être descendre dans la rue, ça ne veut pas dire... Voilà, c'est avoir des convictions et essayer de les faire aboutir. Moi, je considère que quand on milite, quel que soit... On est optimiste. Si on n'est pas optimiste, si on voit tout en noir, on se renferme et on ne fait plus rien. Donc, et en fait, aujourd'hui, moi, je me considère comme un militant de l'évolution des entreprises, de leur transformation sur les critères sociaux, sur les critères environnementaux, parce que je pense que c'est pas une question de mode, c'est une question de nécessité. C'est vrai dans notre pays, mais c'est vrai également au niveau européen. Écoutez, je prends un seul exemple. Jusqu'il y a 6 à 8 mois, tout le monde nous disait qu'il ne faut surtout pas dépasser les 3% de déficit budgétaire, c'est une catastrophe, etc. On voit qu'avec la crise sanitaire, et fort heureusement, tout ça, c'est en train de voler en éclats. Alors, je sais bien que l'Europe a toujours évolué avec des crises, d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, ce qu'on peut espérer, c'est que l'espace européen, en tous les cas, au minimum, en ce qui me concerne, je pense, l'espace de la zone euro, sera demain en situation de damer le pion, d'une certaine manière, à la fois à la Chine et aux États-Unis. Oui, le mot de la fin à l'heure du déjeuner. Non, mais je crois qu'en fait, il y a une vraie forme d'espoir autour des deux mots que sont et l'entreprise et l'Europe. L'entreprise, parce que si, en effet, elle sait véritablement saisir la balle au bon
et au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Il se passe des choses dans le monde aujourd'hui évidemment, qui interpellent énormément. Les conséquences de cette crise sanitaire vont être compliquées à gérer dans la durée. Et en même temps, elles vont offrir aux entreprises l'occasion d'exercer autrement, mieux, en le faisant mieux savoir aussi leurs responsabilités au sens large. Et les entreprises peuvent véritablement faire partie du monde de demain au sens, en tant qu'acteurs. On parle souvent des corps intermédiaires. Dont on dit qu'ils sont eux aussi en perte de vitesse et que finalement le citoyen archipélisé, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet, n'a plus beaucoup de points de repère et que les entreprises, voilà, comme les autres, ne sont plus dans leur approche de ce qui fait société, de ce qui fait système. Et moi, je pense au contraire qu'elles ont l'opportunité de jouer un rôle majeur, justement, chacune, petite, moyenne ou grande, en s'investissant et en faisant autrement, de manière à ce que d'abord, ce ne soit pas le législateur qui s'empare systématiquement des problématiques sociales, sociétales, etc., et qui fasse à la place d'eux et qui impose à tout le monde la même règle. Et puis que quelque part, voilà, ça redonne cet espoir de ce chemin de confiance en disant, voilà, on bosse pour des gens, des entreprises, organisations, on n'en est pas forcément propriétaire, on peut en être sociétaire, mais tout ça a du sens. Voilà. Et l'Europe, Joséphine n'a pas parlé de ce mot, parce que je pense qu'en effet, ce nouveau capitalisme qui pourrait, ou en tout cas ce nouvel... je parle d'un capitalisme au sens large, au sens ces nouvelles entreprises. Voilà, si elles pouvaient émerger sur un périmètre un peu plus vaste que simplement la France, avec une perspective européenne pour finalement faire un peu contrepoids par rapport à ce qui se passe dans d'autres continents, sur d'autres continents, ce serait bien. Et là aussi, on peut considérer que c'est possible aujourd'hui, plus que ça ne l'était hier. Le mot de la fin. La responsabilité du mot de la fin. Non, moi, ce que je trouve assez enthousiasmant, parce qu'on parle justement d'optimisme, de militantisme, c'est qu'on voit que c'est un mouvement de fond qui n'est pas uniquement porté par les États, mais aussi par les consommateurs, parce que c'est vraiment une volonté des consommateurs de consommer, et plus largement, de consommer de façon responsable, mais aussi des salariés, parce que les salariés aujourd'hui maintenant veulent travailler dans une entreprise qui ont des valeurs et qui sont également responsables. Et donc c'est ça qui est plutôt réjouissant, c'est qu'on se dit que c'est de la transformation des entreprises pour qu'elles aient justement un impact plus positif sur l'environnement, la société, qui vient de toutes les parties prenantes, on va dire, et donc qui tire, on va dire, le RSE des entreprises. On n'est plus, voilà, c'est et donc ça va sûrement lever des freins. Pour moi, c'est une boucle très vertueuse parce que ça va lever des freins au sein des entreprises elles-mêmes pour se transformer, pour répondre à ces attentes-là. Voilà, et puis effectivement, pour moi, c'est un mouvement qui dépasse la France et puis qui est porté aussi par les nouvelles générations, parce qu'on a pas mal parlé de nouvelles générations et de leur sens aigu des enjeux environnementaux et leur critique parfois forte du système capitaliste. Donc voilà, je pense que c'est ça qui peut nous enthousiasmer aujourd'hui, c'est que ça va durer et ça va s'étendre. Voilà. Alors, moi, j'emploierais le mot engagement. Engagement sincère, engagement authentique. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure au début de la conférence. Et je pense qu'on retrouvera, l'entreprise, mais l'ensemble de la société, des corps intermédiaires, des gens qui interviennent dans le domaine public, retrouveront la confiance, j'allais dire, du consommateur, que si cet engagement est compris, sincère, simple, et qui permette aussi une ouverture et d'attirer d'autres engagements. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit en capacité d'avoir cette ouverture qui permet à d'autres de venir nous interpeller dans ce que nous sommes, dans notre engagement. Alors, on parlait des jeunes, mais je pense que la multitude de gens aujourd'hui qui ne se sentent pas forcément dans la société parce qu'ils sont rejetés. Hein. Il y a quand même une forme d'exclusion aujourd'hui. Et malheureusement, la crise sanitaire a démontré cette forme aussi d'exclusion. Et je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir toucher, ces personnes. Et puis, par rapport à notre engagement qui est lisible, qui est authentique, leur permettre aussi, eux, de trouver peut-être un engagement qui peut être le sien, de contribuer, alors pour nous, dans leur mutuelle, mais je pense dans la société en général. Et cette ouverture, elle doit aussi se faire au niveau européen. L'Europe, aujourd'hui, dans sa gouvernance, doit développer une éthique avec un grand « et », c'est-à-dire une éthique financière, il faut qu'on travaille là-dessus, mais aussi une éthique, j'allais dire, pour faire en sorte que l'entreprise, que tout ce qui est activité se développe,
et se développe aussi au service, j'allais dire, de l'ensemble des pays que font l'Europe aujourd'hui. Donc on a aussi à travailler, à exporter, à comparer avec des pays européens, s'il y a des choses qui se font en Europe. Nous, on travaille avec un système qui s'appelle Notre Europe, l'Institut Jacques Delors. On travaille là-dessus et on essaye d'apprendre ce qu'on pourrait amener, je veux dire, dans les débats avec certains pays. L'éthique est quelque chose d'important. Donc si il y avait un mot de la fin que je voulais dire aujourd'hui, c'est engagement authentique, qui est une sorte d'ailleurs de militantisme, mais engagement authentique, simple et surtout compris, et d'ouverture pour accueillir aujourd'hui tous les talents. Et les talents, ils existent partout, et cette société a besoin de beaucoup de talents. Merci beaucoup. Est-ce que Benjamin est encore avec nous? Non. Eh bien, tant pis. Merci à tous. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés ce matin. Et puis merci à tous les organisateurs du World Forum pour nous avoir accueillis aujourd'hui.